Taille imposante, teint noir, avec une forte calvitie. Des yeux au regard clair, marié et père de 5 enfants. Patrick Saloumou est né à Bukavu, au Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Il fit ses études primaires au collège Alpha-Djeri et le cycle d'orientation dans la même école, avant de se rendre à Kinshasa, où il va obtenir son diplôme d'état au collège Boboto. Toujours dans la capitale congolaise, ses diplômes de graduat et de licence, il va obtenir à l'université protestante au Congo UPC. Il détient 2 diplômes de master, en droit à Indiana University aux USA et à l'université catholique de Louvain en Belgique. Docteur en droit, il est avocat au barreau de Washington DC et à New York. Malgré de multiples années passées en dehors du pays, il reste convaincu de son apport dans la classe politique congolaise pour le développement de la RDC. Le bonheur de ses proches faisant partie de ses priorités. La ville de Bukavu, son fief natal, l'une des principales bénéficiaires. Grâce à sa fondation qui porte son nom, des actions ne cessent de se multiplier dans différents coins de cette ville. La plus marquante étant la mise en disponibilité d'un corbillard gratuit à la population. Des actions qui annoncent ainsi son entrée en politique avec une arrivée triomphale au Sud-Kivu en février 2023. Patrick Saloumou, porté par la population, qui lui témoigne son soutien total. Possédant du caractère, l'homme sait très bien se faire entendre. Sa pire crainte étant celle de se retrouver seul. L'émission Face à la presse aujourd'hui. Docteur, bonsoir encore une fois, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, Face à la presse, c'est crucial. Un premier numéro de cette émission à l'hôtel de Lila, pour la première fois bien sûr. Comment vous vous sentez déjà? Je me sens très bien. Il y a déjà la satisfaction d'être en face de la presse, particulièrement vous tous. Et ouais, c'est une bonne occasion de pouvoir échanger sur ce qui vous semble important par rapport à la vie du pays et autre chose. Voilà le professeur docteur Patrick Saloumou que nous recevons aujourd'hui dans cette émission Face à la presse. Juste en parlant un peu de lui, il est né à Bukavu et en une certaine année bien sûr, il a fait ses études primaires au collège Alpha-Djeri, cycle d'orientation au collège Alpha-Djeri toujours, études secondaires, cycle long au collège Boboto, nous sommes à Kinshasa. Il a obtenu son diplôme de graduat et licence en droit à l'université protestante du Congo, UPC, le master en droit déjà à l'université catholique de Louvain, nous sommes en Belgique, et un autre master en droit à l'université à Indiana University, nous sommes aux USA, et docteur en droit Common Law à Indiana University toujours. Avocat au barreau de Washington DC, New York, que nous recevons. Un grand parcours, professeur. Oui, grand parcours, c'est relatif. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait mieux que ça. Certes, il y en a moins qui, disons, il y en a plus qui ont fait moins que ça. Ben, on aime bien m'appeler professeur, malgré le doctorat. Je pense que je n'ai pas une université précise à laquelle je suis affilié pour les cours. Donc je suis plus à l'aise si vous m'appelez Patrick ou bien vous m'appelez tout simplement docteur, ou ça dépend, selon que ça vous va. Mais professeur, ça peut être un abus. Nous vous accueillons dans la ville de Bukavu. Déjà, depuis le week-end dernier, vous êtes là, avec un accueil chaleureux, vous réservé par la population. Juste, vous foulez votre pied à Bukavu, vous êtes accueilli comme roi. On ne sait pas comment vous vous êtes senti ce jour-là, porté sur une chaise, et voilà. Roi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'étais parmi les miens. J'ai été accueilli chaleureusement, effectivement, comme vous le dites. Mais roi, je ne crois pas. Les mémoires peuvent être émues de façon différente, mais au moins cela ne nous permet pas de biaiser l'histoire. Ouais. C'est que les gens appellent communément chipoy. Je pense qu'en français, ça s'appelle chaise à porteur. Ouais. On a eu des chaises
pour une raison simple, le confort. Et c'était un moyen de transport avant la roue. Avant la roue. Aujourd'hui, on a dépassé même le temps de la roue, mais on utilise toujours les roues pour se déplacer. Vous êtes venu en véhicule ici pour ce déplacement-là. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qui serait peut-être gênant ou pas? Est-ce le fait qu'on utilise la roue? Est-ce le fait que les humains soient à l'œuvre pour que l'activité motrice puisse se réaliser? Mais dans tous les cas, je te dirais ceci. Lorsque tu roules dans ta belle RAV4 ou Toyota ou quoi, est-ce que tu te poses la question de savoir combien d'êtres humains étaient dans une chaîne de production en Asie avec un salaire peut-être de moins $1, ça dépend des cas, juste pour te produire le véhicule? Est-ce que tous les gangsters qu'on voit dans la ville ici s'offusquent du fait qu'ils ont acheté des véhicules avec la sueur des gens et c'est comme ça qu'ils se déplacent? Pourquoi est-ce que lorsque c'est d'autres humains toujours qui déplacent l'un des leurs, ça doit être plus offusquant? Ce sont des véritables questions objectives qu'on doit se poser. Personnellement, je ne suis pas esclave, par exemple. Je ne l'ai jamais été. Mes parents, pareil, et mes grands-parents. Donc, je n'ai pas le mental d'une victime esclavagiste. Et je pense que le peuple congolais a besoin des gens qui sont affranchis pour les mener vers l'avant. Je n'ai aucun complexe par rapport aux aventures malheureuses que quelques Européens, par exemple, ont pu mener en Afrique. Et c'est dans cet état d'esprit-là décomplexé que je peux accepter que mes frères puissent m'honorer. Mais en même temps, ce n'était qu'un geste de sympathie et je ne pense même pas que les personnes qui ont proposé cela et moi qui l'ai accepté, nous avons l'ambition de pouvoir toujours nous promener en Chipoy. En tout cas, si on me le proposait encore demain, je ne pense pas que je l'accepterai parce que ça va vraiment très lentement. Voilà. Et le sentiment était celui de satisfaction. C'était un sentiment de joie de voir partager ce moment-là avec les miens, ceux qui sont venus, et même d'autres qui n'ont pas pu venir. Et c'est plus ça le sentiment. Donc, c'est certainement un accueil, mais s'il était comme tel, c'est parce qu'effectivement, on n'a jamais coupé le cordon qui nous lie entre nous. Je pense que si j'étais parti sans ne jamais être en contact avec Bukavu, il n'y aurait pas autant de monde. Voilà, vous parlez d'un contact avec Bukavu. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs le président de la fondation qui porte votre nom, Patrick Salomon. Plusieurs réalisations en étant présent et absent de la ville de Bukavu. Il y en a plusieurs, effectivement. Ouais. Mais il m'a semblé que dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt un corbillard disponibilisé pour tous qui fait plus parler. Et pourtant, ce n'est ni la première action, ni peut-être la plus coûteuse des actions. La raison peut être simplement qu'un corbillard, c'est quelque chose de mobile, il y a le nom, il y a tout. Quand on circule, on voit ça et puis on en parle. Et c'est peut-être ça la raison. Mais les actions, il y en a plusieurs. Même hier, on a eu à donner quelques machines et brevets aux femmes qui ont eu leur formation de 6 mois en coupe et couture. Il y a d'autres choses, construction des ponts là où c'est nécessaire. Il y a plein d'actions qui sont variées et on espère qu'on continuera à le faire même 5, 10, 20 années plus tard. Voilà, nous sommes avec plusieurs confrères, comme je le disais, c'est une émission face à la presse et déjà nous allons passer à la présentation de chaque confrère qui est avec nous dans cette émission, avant bien sûr de prendre déjà toutes les questions disponibles. Nous commençons par le doyen, comme on l'a dit, le doyen de nous ici. Puisque vous avez déjà fait la présentation, je m'en contente. Donc, je suis Thierry Amissi, je suis avec vous dans le cadre de ce point de presse en tant que producteur et animateur d'une émission de débat à la RTNC Bukavu, à savoir Carte sur table. Ouais, aujourd'hui nous sommes aussi avec le confrère. Merci beaucoup Stanislas. Je suis Janon Kalenga, je suis le correspondant permanent de la chaîne B1 au niveau du Sud Kivu, en même temps rapporteur de la commission des disciplines de l'Union nationale de la presse
section Sud Kivu. Voilà, nous sommes avec Moïse. Oui, merci. L'agence congolaise de presse. Merci beaucoup, confrère, comme vous l'avez déjà dit. Ouais. Je suis Moïse Agawan, journaliste, reporter à l'agence congolaise de presse, ACP. Nous commençons par le doyen. Déjà, il avait soulevé son doigt. Je voudrais poser la question suivante à M. Patrick Salomon Ouitakenge. Il m'autorisera de l'appeler comme ça pendant cette émission, nonobstant, malgré les titres qu'il a et qu'il a présenté avec beaucoup de modestie. Puisque vous avez parlé, puisque nous avons parlé pour commencer des fondations, qu'est-ce que vous dites à propos de ceux qui pensent que les fondations dans notre pays prennent une coloration de machine électorale? Oh, ce que je peux en dire, c'est que je partage d'abord le constat. On n'est pas naïf quant à ce qui se passe en général. Il est vrai que les fondations, plusieurs personnes en font usage politique. Mais pour ce qui me concerne personnellement, et le coordonnateur de la fondation, il est avec nous derrière au plateau là-bas, il peut attester que la fondation Patrick Salomon est quelque chose qui existe depuis 2015. Je pense personnellement qu'entre 2015 et maintenant, il y a déjà eu un cycle électoral, je pense en 2018, et je n'étais pas candidat. Si tel était l'objectif, personnellement, je serais déjà candidat. Je suis conscient de l'usage que plusieurs en font. En même temps, on ne peut pas duper les gens. Il existe un certain lien entre les fondations et les personnalités politiques qui est celui tout simplement de la notoriété. Lorsque vous avez une fondation qui porte votre nom, si elle se comporte bien avec des actions, il est tout à fait normal que certaines personnes fassent le lien entre la fondation et la personnalité politique qu'on les présente. Ce qui devient malheureux, c'est que tout ce qui se fait par rapport à une fondation puisse avoir des visées politiques. Je vous dirais que, personnellement, pour ce qui est des échéances électorales ici en 2023, je ne m'en cache pas, je serai candidat, ça c'est clair. Cependant, même si j'obtiens le succès que je recherche, et qui est peut-être à bout de doigts, ça sera toujours un échec si, par exemple, la fondation qui a préexisté à toutes ces ambitions politiques cesse de fonctionner comme maintenant, ou même mieux que maintenant, en 2024, 2025 et même plus tard. Donc, on est conscient effectivement de ce dysfonctionnement-là, qui a d'ailleurs un autre effet, c'est celui que ça nous prive plus ou moins d'avoir l'essentiel de la politique, ce qui est un débat, une sorte d'échange d'idées. Je pense que vous verrez dans les semaines qui suivront des spectacles de personnes qui peut-être ont des ambitions politiques, qui viendront ici. Quand ils parleront politique, peut-être qu'ils ne parleront fondation, et c'est malheureux, et c'est probablement parce qu'ils n'ont rien à offrir. Monsieur Patrick Salomon, vous êtes un homme politique en devenir ou déjà homme politique? C'est vous qui me le direz. J'estime que peut-être qu'on est... ça dépend des critères. Ça dépend de là où on veut tracer la ligne. Est-ce qu'on est homme politique à partir du moment où on a des idées politiques? Est-ce qu'on l'est à partir du moment où on influence les autres politiquement? Est-ce qu'on l'est à partir du moment où on exerce un mandat? Pour ce qui est de mandat, j'en ai jamais exercé. Pour ce qui est des idées, j'en ai. Pour ce qui est de l'influence, je pense en avoir. C'est à vous de décider. Monsieur Patrick Salomon, on gagne une course électorale sur un cheval politique partant et fort. Un parti politique. Est-ce que vous avez un parti politique qui répond à vos sensibilités politiques? Disons que nous sommes dans un pays qui a à peu près 500 partis politiques, selon ce qu'on nous dit. Le ministère de l'Intérieur peut l'infirmer ou le confirmer. Il est peut-être difficile de dire que dans les 500, il n'y en a pas au moins 2, 3, 4 qui peuvent répondre aux critères. Je suis personnellement partisan
de l'existence des grands partis politiques. Je suis contre l'émiettement des partis politiques. Donc il est juste, comme vous venez de le dire, qu'il faut un cheval qui soit non seulement partant, mais gagnant. Et à cet effet, personnellement, je continue à réfléchir et délibérer quant à ce parti politique-là qui mérite, ou en tout cas que je mérite aussi de rejoindre. Et en gros, c'est aussi une nécessité maintenant, parce que nous avons un scrutin des listes. On ne peut pas se présenter seul, à moins qu'on ne vise pas le succès dans le type de structure électorale que nous avons. Ça ne va plus tarder de savoir quel est ce parti politique qui répond à vos sensibilités. Ça ne va pas tarder. Tout à fait, ça ne peut pas tarder. Ça ne peut pas tarder. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut retenir longtemps. Nous sommes au mois de février, peut-être qu'au mois de mars, on le saura déjà. Je ne sais pas si une adhésion en pompe, c'est ça qui fera la qualité d'une adhésion. Mais au moins, il y aura une adhésion connue du public et tout le monde sera là. Et je peux assurer que le parti politique choisi, ça sera certainement quelque chose qui répond aux aspirations et aux désirs de la plupart des gens qui m'entourent. Avant de passer la parole à des confrères pour ne pas monopoliser la parole, vous êtes arrivé à Bukavu la semaine où a commencé l'opération identification et enrôlement des électeurs. Alors, est-ce que votre arrivée peut s'expliquer par ce fait-là? Vous êtes venu vous identifier et vous enrôler à Bukavu. Disons qu'on ne peut pas effectuer tout un long voyage uniquement pour une raison. Il est clair, il est évident que c'est notamment l'enrôlement qui est une raison de ma présence ici, mais il y avait notamment les questions de la fondation qui me préoccupaient et tout simplement le contact avec le grand public. L'enrôlement, c'est quelque chose de très important et je reviens là-dessus. J'invite d'ailleurs tout le monde à pouvoir aller s'enrôler. Et le plus nous sommes enrôlés, le mieux ça sera pour le processus électoral qui est déjà presque en cours. Si vous êtes venu vous faire identifier et vous enrôler à Bukavu, on peut supposer que, allez, peut-être que ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Vous êtes partant pour ces échéances. Oui, je viens de le dire, je suis partant. Je voulais vous l'entendre redire. Et je le redis, je suis partant. Je fais partie des personnes peut-être qui le disent assez clairement. Il n'y aura pas de surprise parce que je ne trouve pas de nécessité de garder la surprise. Donc je participerai à ces élections en tant que candidat. Et d'ailleurs, juste pour la clarification, il est clair qu'on ne peut pas me dissocier de la fondation, mais lorsqu'on parle de politique, peut-être qu'il est aussi plus édifiant de distinguer les questions politiques des questions de la fondation, parce qu'effectivement, comme vous l'avez indirectement déploré dans votre question, il y a un usage abusif des questions sociales, quand il s'agit de la politique. Je suis effectivement partant. Que pensez-vous de ces gens qui pensent que la fondation Patrick Salomon serait plus tribale? Parce qu'il y a, dans votre entourage, on sent qu'il y a des gens qui vous entourent d'une certaine tribu qui est d'autres. Serait peut-être écarté? Ben, s'il y a des gens qui le pensent comme tel, je dirais qu'ils ont tort. Ils ont certainement tort. Parce que lorsque nous menons nos actions, nous le faisons sans aucune distinction. Si vous voulez, on peut disponibiliser les questions de, disons, les informations relatives aux bénéficiaires. Je pense que pour ce qui est de Corbillard, par exemple, c'est juste un exemple. Il y a à peu près 1 millier de bénéficiaires. Et vous y trouverez peut-être un peu moins que les gens qu'on qualifierait de ma communauté. Pour ce qui est du staff, de la composition, je n'ai pas pensé à ça. Personnellement, on prend les gens tels qu'ils se présentent et d'après la volonté qu'ils ont.
Il y a dans des... selon les secteurs, les quartiers, les gens de différentes origines. Et d'ailleurs, on encourage davantage, puisque ça peut être votre constat que vous transformez en question. On encourage davantage les personnes qui se croient peut-être ne pas avoir droit au chapitre à pouvoir nous approcher. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Mais quant à dire qu'il y aurait une certaine volonté à pouvoir nous renfermer, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas. Nous prenons le confrère Jeannot Kalenga. Merci. Monsieur Patrick, effectivement, Monsieur Patrick Salomon, je constate que vous êtes à l'aise en répondant à toutes les questions possibles, c'est-à-dire que aucune des questions sera comme un tabou. Bien évidemment, vous avez parlé de vos actions ou les actions de la Fondation, dont vous chapeautez, bien sûr. Qu'entendez-vous par le social, surtout de la population congolaise et plus particulièrement du Sud Kivu? Dans l'hypothèse où vous devenez, soit dans le pouvoir législatif, quelle contribution pour l'amélioration du social de la population du Sud Kivu, qui jusqu'à preuve du contraire, selon certainement les enquêtes ou les investigations menées par nous, il y a en tout cas une question... un défi à relever, quoi. Tout à fait, un défi à relever. Je peux compléter nos confrères. Je vous en prie. Si vous êtes élu, hein, quelles priorités du Sud Kivu seront inscrites en priorité dans votre agenda politique? Pour quel combat vous serez prêt à mobiliser vos forces? Oui, ça fait deux questions, je dirais, bien distinctes, parce que je considère qu'elles ne sont pas les mêmes. Je commence peut-être, si vous le permettez, par sa question qui a été introduite par un constat que je serai à l'aise. Je rappelle tout simplement que je gagne ma vie en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être avocat sans expression. Mon expression est souvent écrite et également orale, et ça se fait d'ailleurs dans une langue autre que celle que nous utilisons maintenant, donc ne vous étonnez pas de ça. Pour ce qui est du social, selon ce que j'ai retenu, ce que j'entends du social, ben, ce n'est pas à moi de fabriquer ce que signifierait le social ou pas, mais tout part d'un constat, c'est que notre pays a des sérieux dysfonctionnements, notre pays a des besoins sur tous les plans, et quand on parle de social, dans l'entendement général, il est question de pouvoir soulager ceux qui sont dans le besoin, selon les divers besoins. Donc c'est de cela qu'il s'agit. La question du doyen, qui était relative à ce que moi personnellement je prioriserais ou bien je souhaiterais pour le Sud Kivu. D'abord, il faut noter que beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est ça la réalité de nos textes constitutionnels, c'est que le député national ne représente pas sa circonscription, il représente la nation. C'est la différence avec un sénateur qui représente sa circonscription, qui est la province. Donc, je ne pense pas que je serai candidat sénateur, même si c'est possible, ça va dépendre du parti que je choisirai. Mais en tant que député national, qu'est-ce qu'on ne peut vouloir d'autre? Mais je vais rester dans votre question parce que de toutes les façons, il existe des caucus de députés selon leur province. Pour moi, personnellement, parmi les priorités pour le Sud Kivu, c'est qu'en termes d'activité budgétaire, d'abord, en tant que député, il faut se battre très sérieusement pour qu'il y ait une allocation importante du budget par rapport à la construction de routes. Je pense que le Sud Kivu, ce n'est pas la ville de Bukavu. Le Sud Kivu, c'est encore moins seulement Bukavu et les deux territoires qui l'entourent. Le Sud Kivu est grand, il est très profond. Ceux qui ne le savent pas, le territoire de Shabunda lui-même, par exemple, c'est pratiquement le 2/3 du Sud Kivu. À ma connaissance, il n'y a pas une route qui te prend d'ici jusque-là. Il en est de même des autres territoires, Fizi, Mwenga, et ainsi de suite. Donc, parmi les choses qui devraient nous intéresser, ou qui m'intéressent déjà moi personnellement, c'est cette allocation-là budgétaire pour que nous puissions avoir des routes, particulièrement la route nationale numéro 2, si je ne me trompe pas, qui, en tout cas, désenclave l'arrière-pays en ce qui concerne la province du Sud Kivu. En dehors de ça, nous sommes au Sud Kivu. Ça reste le Kivu, c'est-à-dire il y a une question sécuritaire.
Et je pense personnellement les questions sécuritaires, ça se règle sur plusieurs plans. Mais il y a aussi cette question-là budgétaire. Il nous faut l'argent, davantage d'argent, et aussi l'affectation des personnes qui le méritent, pour que finalement la paix soit quelque chose qui ne se limite pas à être une aspiration. Que ce soit quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc c'est cela, ma réponse brève et peut-être générale en fonction des besoins que nous avons ici dans la province. Oui, bien évidemment, vous êtes jeune, il y a les vieux qui sont toujours en politique. Aujourd'hui, vous voulez embrasser évidemment la politique. Ne pensez-vous pas que cette génération serait un blocage pour vous? Non, je ne le vois pas comme tel. Je ne le vois pas comme tel, à moins que certains d'entre eux n'avouent qu'ils sont en train de tramer ou ourdir des conspirations, et je ne vois pas qu'ils auraient le temps pour ça. C'est que je considère mon entrée en politique comme étant, en tout cas personnellement, je considère que mon implication en politique, c'est plutôt un plus. Je suis pour le rajeunissement de l'espace politique congolais, mais ce n'est pas tant en termes d'âge, c'est plutôt en termes de pratique et de vision. Donc j'espère apporter une vision, un pragmatisme un peu nouveau, mais ce n'est pas l'âge qui m'intéresse tant, et je ne perçois pas les personnes plus âgées que moi, que ce soit biologiquement ou même en politique, comme étant une menace. Si tel est le cas, ben, on va se battre. Docteur Saloumou, les habitants de Bukavu ont plusieurs fois voté pour des gens en qui ils ont eu confiance. Mais une fois élus, les uns ont cédé leur mandat à leurs suppléants, les autres sont partis rester à Kinshasa et les autres même ailleurs. Si le bon Dieu vous fait grâce et que la population porte le choix sur vous, est-ce que vous n'agirez pas comme les autres? Parce que vous avez plusieurs de vos activités en dehors du pays. Plusieurs en dehors du pays, c'est selon la volonté que j'ai, mais je ne pense pas que je les maintiendrai, parce que l'envie c'est d'être ici, mais j'aimerais d'abord clarifier une chose, c'est que puisque nous ne sommes pas dans la campagne électorale, donc je ne vais pas faire un appel au vote explicite, qu'on puisse voter pour moi, mais par rapport au comportement de ceux qui ont eu un certain mandat ici, il faut peut-être distinguer deux choses. Les gens qui sont élus au niveau provincial de ceux qui sont élus au niveau national. Premièrement, il est tout à fait normal que celui qui est élu député national, qu'il soit plus à Kinshasa qu'ici. D'autant plus que, ici chez nous, les sessions parlementaires durent à peu près, je pense, 3 mois. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas dans tout le pays. Il y a des pays où les parlementaires ne se réunissent que pendant 1 mois. Et tout le reste de temps, ils rentrent dans leur vie active, faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et peut-être qu'un jour, on pourra imposer ça, pour que finalement le travail du parlementaire ne soit pas toujours quelque chose comme un détachement de la vie réelle, parce que les lois, on peut les pondre en 1 mois, mis à part les cas de contrôle parlementaire. Mais puisque jusque-là, chez nous, on exerce un mandat à Kinshasa pendant autant de temps, c'est normal qu'il soit là. Les députés provinciaux, je pense que pour ceux qui sont généralement absents, c'est ceux qui ont postulé à la fois au niveau national et provincial. Ils laissent la place aux suppléants, qui ne sont pas des minables. Ce sont des gens peut-être qui ont eu des mérites et c'est pourquoi ils ont été suppléants. Et c'est dans ce cadre-là que ce genre-là de choses peuvent s'expliquer. L'intérêt, ou en tout cas ce qui pourrait être plus intéressant à décortiquer, c'est de savoir si vous serez réellement un homme actif et intègre. Actif, je pense que je le serai. C'est une question de volonté. La volonté, j'en ai. Intègre également, c'est une question de moralité. Et surtout compétent. Je n'ai pas de crainte par rapport à la compétence, mais par contre, j'ai beaucoup de crainte par rapport à la compétence de ceux que je vois sur les affiches, ainsi de suite. Je ne dis pas que j'ai un mépris pour la plupart des
personnes qui ont des ambitions politiques. Mais quand je regarde la plupart, j'ai un peu peur de ce que sera la configuration de la prochaine assemblée. C'est tout le monde qui veut être dedans et ça sème beaucoup de confusion. Justement, pourquoi les Congolais font de la politique? Pourquoi ils veulent être élus? Que cherchent-ils? Et toujours dans la même idée, pourquoi vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire la politique? Vous quittez en étant déjà avocat, tout ce que vous avez comme titre dans la vie professionnelle, vous embrassez la carrière politique? Certainement pas l'argent. Certainement pas l'argent. Pourquoi les Congolais aiment trop faire la politique? Moi, je pense que pour la plupart, c'est l'argent. Et pour d'autres, peut-être leur pathologie, ça peut aussi être la notoriété, parce que ça fait partie des choses qui font plaisir sans pour autant nécessairement en payer le prix. Mais pourquoi est-ce que moi je ferais ça? Je viens juste d'expliquer de façon indirecte. Oui, docteur, vous venez des États-Unis et plus d'une personne le sait aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le Rwanda et le Rwanda qui, à son tour, soutient le rebelle du M23 selon le gouvernement congolais. Vous qui vivez là-bas, quelle lecture faites-vous de ce pays dans lequel vous vivez par rapport à votre pays d'où vous venez, agressé par un pays soutenu par un autre pays dans lequel vous vivez? Disons que je ne suis pas avocat des États-Unis, mais je suis avocat aux États-Unis. Ce qui fait que quand je réponds à votre question, je ne suis pas en train de tenter d'une manière ou d'une autre à pouvoir défendre les États-Unis. Mais je pense que ce genre-là des questions se gèrent d'une façon un peu différente. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question ici d'un gouvernement qui a des institutions, disons d'un pays qui a des institutions. Aux États-Unis, comme ici chez nous, il y a un parlement, il y a la présidence, il y a même un Sénat, on fait tout dans l'ensemble. Et que si, par exemple, on parle de soutien en termes économiques, c'est-à-dire il a été budgétisé quelque part des millions de dollars pour soutenir un gouvernement étranger. Est-ce que ce soutien-là s'est fait avec la recommandation que l'on puisse adresser la République démocratique du Congo? Je n'ai personnellement pas cette information-là précise, mais il se peut qu'il y ait des individus, pour des raisons personnelles, même aux États-Unis, qui puissent effectivement abuser du pouvoir pour pouvoir, en tout cas, pérenniser ce genre-là de relations. Par contre, ce que je sais, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à son tour, n'est pas en train de se laisser faire. Si je ne me trompe pas, c'est depuis le mois de mars de l'année passée que le gouvernement national paye à peu près 900 000 $. Le paye à Ballant, c'est une entreprise de lobbying. Et il y a même un autre contrat, je pense que ça concerne Strike, encore une autre entreprise de lobbying. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, et si vous lisez les textes de leur accord, c'est qu'ils cherchent à ce que l'image de la République démocratique du Congo soit améliorée auprès des États-Unis. Parce que tout n'est que perception. S'ils perçoivent le Congo comme l'interface valable, même dans la région, forcément les aides passeront par ici. Donc je ne pense pas que même le gouvernement congolais dit ce que vous venez de dire pour dire que les États-Unis seraient contre eux, parce qu'ils dépensent de l'argent pour payer des gens pour aller plaider pour eux. Et je pense et j'espère d'ailleurs que pour le contrat de Ballant, sans faire la publicité de cette compagnie-là particulière de lobbying, je pense qu'ils vont renouveler ce contrat-là parce que c'est un travail continu qu'on fait. Ils sont là certainement pour parler aux officiels américains et pour voir comment est-ce que, pour les questions qui nous concernent, on viendra forcément chez nous pour qu'on en parle plutôt que passer par d'autres personnes. Sur quel parti politique ou avec quel parti politique vous êtes arrimé? Disons qu'il y a plusieurs sollicitations, des sollicitations même sérieuses.
et tout n'est que question de balance. C'est quelque chose qui ne va pas tarder, et puis on mettra ça à la disposition du public. Mais je pense que pour ce qui est non seulement de mes aspirations, mais aussi de ce qu'attendent les Congolais, nous avons tellement de défis que tous ces défis-là doivent être vaincus, donc on sera vainqueur. Avec un ancien parti politique ou un nouveau? Personnellement, je ne suis pas partisan de l'émiettement des partis politiques. Donc les nouveaux partis politiques ne me flattent pas en général, parce que je me dis pourquoi est-ce qu'en politique, on n'intègre pas un grand parti, et s'il y a des problèmes dans le grand parti, pourquoi est-ce qu'on ne le change pas? Je pense que généralement c'est de la lâcheté lorsque les gens quittent les grands partis et vont faire leur propre parti. Parce que s'ils ont la prétention de pouvoir changer le monde politique congolais, pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de changer ne serait-ce que leur propre parti politique? L'opportunisme des Congolais est légendaire. Vous confirmez en politique? Bien entendu, oui. Je le confirme parce que la majorité des gens qui exercent la politique chez nous ne nous donnent pas l'impression d'être particulièrement constants. Et c'est effectivement ça le problème de la classe politique actuelle. Et si nous nous investissons dans cette activité politique, c'est effectivement pour qu'il n'y ait pas autant de choses. C'est-à-dire que les engagements soient des vrais engagements, que ça demeure et que finalement la population puisse finir peut-être après 10 ans, 20 ans à avoir la foi, à avoir la confiance en un certain nombre de personnalités politiques que j'espère sera grandissant. Parce que nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas des opportunistes nés. Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'il y a des personnalités politiques qui ont la mauvaise inspiration de pouvoir réaliser que la misère, en tout cas, nous guette, en tant que Congolais en général. Et à cause de cela, pour des questions alimentaires, on tire les gens de gauche à droite et ce n'est plus une question politique en soi. C'est juste une question de se retrouver à court terme et c'est ça qui est dommage. Voilà, merci beaucoup. Je crois que, docteur, nous aurons peut-être 2 questions pour finir notre émission aujourd'hui face à la presse. Vous êtes Congolais, oui, Congolais, de père et de mère. Vous avez eu un temps de suivre les grandes personnalités du pays depuis l'époque du Zaïre jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il une personnalité qui vous inspire trop? Disons que l'inspiration, quand on parle de la politique congolaise, on n'est pas obligé de la trouver forcément dans la politique congolaise. Mais par contre, il existe des personnalités incontestables en ce qui est de la bonne image au Congo. Là, même en fermant les yeux, je vous dirais Patrice Emery Lumumba. Personne ne peut lui reprocher d'avoir été courageux jusqu'à son décès pour une cause connue de tous. Nous sommes indépendants, notamment parce qu'il a été ce qu'il a été. Vous aurez un tel courage, vous aussi? Disons, je ne suis pas prétentieux, mais tentez-moi et vous verrez mon courage. Ok. Bon, nous terminons notre émission. Le message que vous avez aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est tout le monde qui est branché en train de nous suivre à un moment, à la République démocratique du Congo. C'est quoi le grand message que vous lancez à la population congolaise? Plus particulièrement, celle du Sud Kivu. J'invite la population tout simplement à être particulièrement impliquée dans les questions qui concernent la gestion de la chose publique. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir privilégier les principes plutôt que d'autres affinités. Tout le monde a des affinités, mais on a la preuve depuis des années que ce n'est pas ça qui nous sauve. Quand l'Équateur vote pour un Équatorien, ça ne fait pas de l'Équateur une province développée. Quand le Bandundu vote pour un homme du Bandundu, ça n'en fait pas une province moins enclavée. Donc, il est question pour nous de pouvoir détecter les bonnes personnes et les mauvaises, parce que, croyez-moi, il y en a. Et privilégions la qualité, privilégions l'excellence, et aussi avec un peu d'amour pour ceux qui ont le pouvoir,
de pouvoir s'impliquer davantage pour améliorer le quotidien des uns et des autres dans le pays. Je pense que c'est la voie à suivre pour que nous soyons un meilleur pays. Nous avons toutes les ressources et il n'y a que la volonté et davantage de sérieux qui nous manque. Et je pense que les personnes qui vont porter cette volonté-là se manifesteront davantage. C'était pour Swahili aussi, le même appel, parce que la grande population, la base en soi, à Bukavu, c'est une population qui consomme la langue Swahili, la langue locale. Swahili tunaweza sema kama kwa watu wote wanakutaniwa mjimbo wetu ya Kivu, kitu tunawaomba muangalie wale watu wanaokuja pembeni yenu, muangalie watu wanaowaomba wala wanaotafuta kufanya siasa. Kitu ya siasa sio mchezo. Muangalie mawazo yao, muangalie namna gani wana mpendo, na hiyo ndio voie itakayotubeba kwa hizo njia za development na itasaidia watu wote. Nawaza hata Kivu tulikuwa na watu walichaguliwa kama watoto wa Kivu, lakini haikubadilisha Kivu. Tunapaswa kufungua macho, tunapaswa kufungua masikio, kusikiliza neno gani wanayotuletea kwa ajili ya kudistinguer wanani wanaokuwa watu wanastahili kutusaidia kwa hizo shida zinayohusika kazi ya jimbo na ya Etat Congolais en general. Na ninawaza kama watu wa Kivu ni watu wanaokuwa na elimu, na kwa hiyo wanapaswa tu kuendelea kujipa moyo na kuendelea kuangalia vitu yote inayohusika siasa. Yeah, I remember that you are coming from the United States of America, and you have some fellows there, some friends, some people perhaps who really support you. Do you have a particular message to address to them at this moment? Congolese, etc. If I have to address a message to Congolese people, normally that should be in the French language, Lingala or Swahili. Yeah. I don't personally see the point of that. However, since you have asked a question, any messages for those who are in the US, since we are speaking in English, yeah. Those who are also in other countries, to get involved in what is going on in the Congo. The country is ours. We have to provide the best for ourselves. I would invite them to come back to the country, invest for those who are not tempted by politics, and those who are tempted by anything else, just to come, visit, come back regularly, provide friends, family, relatives with the much they can give them, and I think that's another way of contributing to development in our country. Thank you very much. Merci beaucoup, merci à tous les amis de la presse, de la Confort qui ont accepté d'être avec nous dans cette grande émission, méga émission. Doyen, Thierry, merci beaucoup. Merci. Merci Jeannot Kalenga. Merci beaucoup Stani. Merci Moïse. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeur pour vous être donné du temps d'être avec nous, d'être reçu par la presse. C'est quelque chose qui arrive, qui n'est jamais arrivé dans la ville de Bukavu, mais qui arrive rarement chez plusieurs personnalités politiques ou ambitieuses, bien sûr, que vous avez fait. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous savons que ce n'est pas seulement à Bukavu, au Sud Kivu, que vous allez suivre l'émission ou que vous nous suivez. Vous nous suivez de partout. République démocratique du Congo. On vous rappelle que dans cette émission, on a reçu aujourd'hui le professeur docteur Patrick Salomon, qui est d'ailleurs le président de la fondation qui porte son nom, la fondation Patrick Salomon, qui a beaucoup d'actions, beaucoup de réalisations déjà dans
la ville de Bukavu dans la province avec un corbillard aujourd'hui qui fait parler de lui-même partout dans la communauté, qui permet à ce que déjà la population puisse organiser ses funérailles en toute sécurité. Merci beaucoup à vous tous. Merci à la réalisation de cette émission signée Franklin Kassi et Clovis Simon. On vous souhaite les meilleurs et encore bye.